Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Nous parlons sport ce matin avec le démarrage de la Ligue professionnelle du Bénin. Elle a démarré il y a quelques mois déjà, mais les bruits de bord se font entendre au niveau des clubs, notamment les Buffles du Borgou, où les joueurs sont sans salaire depuis environ 4 mois. Que peut-on attendre d'un joueur sans salaire? On en parle dans cette émission. Il sera également question du démarrage du championnat féminin de football le 26 décembre prochain. Un championnat, une messe sportive qui s'annonce également palpitante comme la Ligue professionnelle. On en parle dans un instant. Éliminé sans gloire en phase de poule de la Ligue des Champions, le FC Barcelone est encore tombé de haut, où il n'en finit plus de se ridiculiser saison après saison. Quel est le malaise, que dis-je? La crise qui secoue le club Blaugrana, quelles sont les implications et ce club pourra-t-il se relever? Élément de réponse également dans cette émission. On fera également le tour d'horizon du championnat européen. Nous parlerons également de ce ballon d'or qui a été remporté par Lionel Messi. Une victoire, je dirais, ce trophée décerné à ce joueur qui a suscité beaucoup d'opinions sur la toile. Notre invité, avec lui, nous allons également débattre de ce sujet dans un instant. Et je le disais, l'invité, c'est Toundé Aliou. Il est journaliste sportif. Toundé, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Voilà. Je le disais à l'entame de mon propos, la Ligue Pro a démarré depuis le 30 octobre dernier et ce championnat tant annoncé a commencé de plus belle avec voilà, plusieurs clubs qui sont en lice pour ce championnat avec ces nouveaux stades qui ont été construits par le gouvernement pour permettre le bon déroulement de ce championnat. Mais dans la foulée, les clubs sont en difficulté, notamment les Buffles du Borgou, où les joueurs sont sans salaire depuis environ 4 mois. Vous êtes un journaliste sportif, vous avez suivi, je dirais, ce championnat qui a démarré depuis environ des mois. Des joueurs sans salaire, d'abord, comment expliquez-vous cette situation au niveau de ce club du Borgou? Je pense que ce qui se passe au niveau des Buffles du Borgou, c'est assez inquiétant parce qu'on parle quand même des vice-champions du Bénin. On parle d'un club qui a représenté le Bénin au niveau de la scène continentale il y a seulement quelques mois. Et aujourd'hui, à peine le championnat a commencé, il n'y a pas encore 2 mois, et qu'on entend déjà des bruits de couloir. Mais ces bruits de couloir, il faut le préciser, ont déjà commencé juste au lendemain de la campagne européenne, de la campagne africaine, pardon, après bien sûr cette double confrontation face à l'ASFA, parce qu'à un moment donné, on a vu les Buffles du Borgou qui... Voilà, on a parlé d'abord de ce projet de professionnalisation et ensuite à la fin de la saison dernière, on a vu le CNCB qui est venu à la tête des Buffles du Borgou. Tout le monde croyait à l'Eldorado. Il y a eu des contrats XXL qui ont été signés, des contrats suffisamment juteux. Ça faisait saliver tout le monde et même nous les journalistes à un moment donné. Mais aujourd'hui, quelques mois après seulement, on se retrouve carrément dans le chaos, dans une crise qui ne dit carrément pas son nom. Une crise qui, j'ai envie de dire comme ça, provoquée par un conseil de ministres. Oui, justement parce que, souvenez-vous, juste au lendemain de la campagne africaine, on a vu ce conseil de ministres qui a décidé de dissoudre le CNCB. Le CNCB qui était le partenaire, quand même, le grand partenaire des Buffles du Borgou. Aujourd'hui, le CNCB a été dissous. Quand c'est comme ça, depuis, il n'y a plus rien. Les contrats qui ont été signés, quelle est la suite? Qu'est-ce qui a été fait? On n'a même plus vu le président Ernest Tendo du CNCB depuis le début du championnat. Heureusement qu'ici, dans la cité des Koubouré, il y a quand même des hommes de bord qui essayent tant bien que mal comme ça, de bonne volonté, notamment le chef du 3e arrondissement, Ibrahim Chabimama, qui est le vice-président de l'association des Buffles du Borgou, qui essaie tant bien que mal de colmater les brèches. Pour quand même essayer de soigner un tout petit peu l'image de ce club. Voilà, parce qu'on parle des Buffles du Borgou, un club qui a marché sur le championnat béninois depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. Et qui est en train de prouver ça encore parce que depuis le début du championnat, n'a pas encore connu de défaite et voilà. Voilà, les résultats sont là, malgré la famine, malgré les difficultés, malgré les soucis, mais ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer combien de temps? Ça va prendre combien de semaines encore? Parce qu'à un moment donné, on parle quand même d'un club professionnel, et lorsqu'on parle d'un club professionnel, c'est-à-dire que dans l'effectif, il y a certes des autochtones, mais il y a également des étrangers, voilà, des Ivoiriens, des Nigérians qui sont dans cette formation.
formation. D'ailleurs, le technicien même de cette formation, Bensan Draman, c'est un Ivoirien. Son staff, il est accompagné comme ça d'un autre Ivoirien. Il y a d'autres joueurs comme ça qui sont venus de part et d'autre. Comment est-ce que ces joueurs-là arrivent à joindre les deux bouts depuis pratiquement 4 mois comme ça? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe du côté des Bifs du Borgou, c'est alarmant. Alarmant, mais des joueurs quand même qui se donnent toujours espoir, hein, parce qu'on les voit sur le terrain, mouiller le maillot. Mais est-ce que, avec le temps, est-ce que ces joueurs peuvent tenir? Parce qu'un joueur qui déploie son énergie, mais à l'arrivée n'a pas de récompense, mais est-ce qu'on ne se dira pas, vaut mieux quitter l'équipe parce que là, je n'ai pas de revenus à ce que je fais? Oui, le rendement, forcément, ça reçoit un coup lorsqu'on vit dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, c'est vrai, franchement, d'entrée déjà, il faut féliciter ces joueurs-là parce que malgré les soucis, ils ont continué véritablement par rester professionnels, ils s'entraînent correctement, ils jouent. Et les résultats sont au rendez-vous. Ils font même partie de ces rares clubs aujourd'hui qui, avec la meilleure attaque, avec même la meilleure défense dans la zone A ici, justement, ils ont des statistiques impressionnantes. Ce qui leur manque, c'est justement ce revenu-là. Mais quand ça n'arrive pas, c'est compliqué. Et comme on a pu le constater en milieu de semaine, ils ont tenté de bouder parce que trop patient, trop c'est trop, et voilà, il fallait quand même se faire entendre, il fallait forcément crier le ras-le-bol, il fallait exprimer véritablement ses frustrations. Heureusement, encore, ils ont réussi comme ça à colmater les brèches, notamment ceux qui entourent le club actuellement. Je pense au DS sénégalais Alioune Diane, je pense également au coach Bensan Draman qui essaie comme ça de garder la troupe au calme, essayer de leur faire de leur remonter le moral pour que les entraînements puissent se poursuivre parce qu'il y a quand même ce gros choc qui les attend pour le compte de cette journée face aux guerriers de Bembereke. Voilà. Justement, on va toujours continuer dans ce sens avec la Ligue Pro. Elle suit son cours normal. Dites-nous comment se passe ce championnat en dehors de ces quoi que nous observons au niveau de certains clubs. Dans l'ensemble, comment se déroule le championnat? Non, je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant. Satisfaisant parce que pour nous, il y a du spectacle. Lorsqu'on se rend, vous allez à Bembereke, dans ce tout nouveau joyau stade, vraiment avec des infrastructures de type moderne. Vous allez à Djougou, c'est pareil. À Niki, c'est pareil. Vous sentez un engouement. La ferveur que tout cela suscite autour des différents clubs, c'est vraiment impressionnant. C'est dire combien le football est vraiment un outil puissant, fédérateur, quand c'est comme ça. Parce que lorsque je suis allé, par exemple, à Bembereke la fois dernière, j'ai vu franchement un monde exceptionnel, un monde fou. Je pense que ça doit être jusqu'à ce niveau, si les chiffres en tout cas sont bons pour ce qu'on a de notre niveau. Ça doit être en quoi le stade qui a fait le plus de recettes depuis le début du championnat avec ce jeune derby qui a opposé Beke à Damissa Football Club. Il y avait véritablement un monde fou et le spectacle était au rendez-vous. Le spectacle, c'est surtout les buts. Et aujourd'hui, dans pratiquement toutes les zones, il y a toujours des buts, à l'image bien sûr des Bifs dont on a parlé tout à l'heure, qui marquent au moins 2 buts par match. En tout cas, là, c'est à tirer un coup de chapeau au gouvernement qui n'aménage aucun effort, surtout pour mettre à la disposition de ces clubs des stades, afin que voilà, ce championnat puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Mais là, nous avons également des clubs qui peinent à décoller. Par exemple, Damissa, qui jusqu'à aujourd'hui ne se retrouve pas, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons également Cavalier également qui, voilà, tant bien que mal, essaie de sortir la tête un peu en tout cas des clubs. Si on reste dans la zone A, justement, le club qui nous effraie, qui nous fait véritablement peur, on passe à piètre performance, et bien sûr Damissa, le félin de Ndale, qui depuis le début de la saison, franchement, ce qui se passe, on a du mal à l'expliquer parce que c'est un club quand même qui, en termes organisationnels, structurels, tout est au top. Il y a véritablement l'ambition. Ils ont un président qui est passionné, qui est prêt. Et comme vous entendez même le coach qui dit j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Franchement, peut-être qu'à un moment donné, on s'est trompé, peut-être pendant le mercato, parce que nous, on a suivi Damissa la saison dernière, notamment dans la zone B, où ils ont vraiment été intéressants. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés pour la Super League Pro in extremis sur le fil, mais par la suite, dans la Super League Pro, ils ont réussi comme ça à jouer au trouble fait parce que c'était un petit poussé. Aujourd'hui, ils ont grandi d'1 an. Il fallait quand même se montrer encore plus grand, plus intéressant. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Espérons que du côté de Damissa, notamment le staff technique, puisse retrouver la potion magique pour renverser la tendance parce que Damissa, c'est un club aujourd'hui que respire Toundali. Est-ce que l'espoir encore permet, quand on sait que nous sommes déjà peut-être à 5 à 6 journées de championnat, mais Damissa qui au départ partait avec ce rêve d'être le premier de ce championnat, mais est-ce que l'espoir encore permet aujourd'hui?
L'espoir, je pense que là, ça ne va, c'est mince. L'espoir, il est mince. C'est vrai que nous sommes encore à la phase aller du championnat. Il ne reste qu'encore que 2 journées avant la fin de la phase aller. Mais du côté de Damissa, je pense qu'à un moment donné, peut-être le président Francis Kotobia, il a été trop gentil avec son technicien, le staff technique, parce que lorsque les résultats ne viennent pas, lorsque vous passez véritablement la pré-saison à bien préparer le championnat et que après 4-5 journées, les résultats ne viennent pas, je pense qu'il faut véritablement taper du poing sur la table pour remanier, voilà, notamment le staff technique pour que peut-être que ça pourrait marcher. On a même entendu le technicien togolais ici au stade de Parakou qui nous disait que voilà, peut-être que sans lui, ça pourrait marcher. Je pense que ça devrait déjà donner des idées au président Francis Kotobia pour que voilà, le coach ou peut-être le staff technique en tout cas soit remanié pour qu'on puisse voir toute la force de ce félin de Ndali. En tout cas, on attend de voir ce que Damissa pourrait faire dans ce championnat, dans cette ligue professionnelle. Et je le disais à l'entame de mon propos, bientôt démarre le championnat féminin de football, notamment le 26 décembre prochain. Un championnat également qui, quand on a suivi la saison écoulée, a été vraiment palpitant, animé. Des rencontres qui se sont déroulées vraiment de façon impressionnante. Un championnat s'annonce encore le 26 prochain. D'abord, quelle sera l'effervescence, la ferveur qui sera autour de ce championnat-là? Oui, l'attente elle est grande, l'engouement il se fait ressentir, surtout quand on a véritablement suivi la saison dernière, parce que nous on a également suivi cela. On a vu des équipes comme Elite de Parakou, AS Galassi de Parakou, Espoir de Cotonou, Léopard d'Aboumé, des clubs comme ça qui nous ont impressionnés lorsque vous allez dans les différents stades qui ont abrité ces matchs la saison dernière. C'était également il y avait cet engouement-là et on se disait vraiment que oui, le professionnalisme au niveau du football féminin dans notre pays est en marche. Et à travers quand même la date comme ça qui est annoncée pour le 26, espérons que ça tienne puisque véritablement tous les clubs sont prêts, toutes les filles sont véritablement prêtes pour véritablement nous offrir encore un nouveau spectacle parce qu'elles ont grandi aussi désormais. Il n'y avait pas de championnat depuis pratiquement une décennie, mais depuis la saison dernière, quelque chose est en train d'être fait. On est en train de préparer. Il y a des filles, ça s'est matérialisé même au niveau de l'équipe nationale, notamment les U20. Vous avez vu la performance quand il y a un championnat dans un pays. Le rendement également se fait sentir au niveau de la sélection nationale et je pense que si les responsables, notamment au niveau de la FEB, on peut continuer tout simplement par maintenir la dynamique de l'organisation des championnats comme ça, la régularité dans l'organisation des championnats, on pourrait avoir véritablement quelque chose de potable au niveau de la sélection nationale. Vous l'avez dit, toutes les filles sont prêtes, mais parlant des dispositions pratiques, est-ce que là également on pourrait dire que tout semble être prêt pour le démarrage de ce championnat? Je vais parler des dispositions et des moyens techniques et financiers, les moyens sécuritaires. Est-ce que là également la fédération a pris à toutes les dispositions pour quand même le bon déroulement de ce championnat-là? Je pense que la saison dernière, on a assisté à certains débordements. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, même si on a été impressionné par le spectacle, tout n'a pas été parfait. On était du côté de Sogon à Aboumé, où franchement, en tant que reporter sportif, là, on était positionné carrément derrière les supporters à tout moment, on était assiégé par un public comme ça de l'équipe adverse. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas la sécurité. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la fédération, avant de lancer ce championnat, il faudrait quand même définir un certain nombre de choses, notamment faire jouer toutes les rencontres sur quand même des pelouses synthétiques et ensuite des pelouses où il y a véritablement peut-être une clôture où la sécurité quand même est de mise. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est bien sûr le sifflet. On n'en finit jamais d'en parler. Le sifflet, c'est vrai que même au niveau européen, au niveau international, ça ne fait jamais l'unanimité. Mais au niveau des championnats béninois, la saison dernière, on a été un tout petit peu déçus par le sifflet de nos amis en jaune, parfois en noir. On espère que cette saison également, ils vont essayer de parfaire les choses afin que le spectacle soit au rendez-vous. En tout cas, on espère quand même que ce championnat va se dérouler dans de très bonnes conditions afin d'offrir de bons spectacles aux amoureux de Cuiron. Je le disais à l'entame de cette émission, le FC Barcelone, l'équipe Blaugrana, est éliminée de la Ligue des Champions. Cette saison encore, elle quitte cette compétition et le club est éliminé par le Bayern en un match aller-retour. À l'aller, c'était un score de 4-1, si je peux m'exprimer. Au retour, le FC Barcelone encaisse 3 buts
sur le terrain du Bayern. D'abord, ce club, la crise qui secoue ce club, d'abord, quelle lecture faites-vous de cette crise quand on sait quand même que le FC Barcelone est une équipe qui vient de très loin, qui a remporté assez de trophées, et voilà, assez de distinctions, mais aujourd'hui, ce club qui vraiment est en difficulté, des entraîneurs se sont succédés, mais aujourd'hui, vraiment, ne donne rien. Quelle lecture faites-vous de cette crise profonde qui secoue le FC Barcelone? Ah oui, le terme, il est bien trouvé, c'est une crise suffisamment profonde du côté du FC Barcelone parce que depuis le départ de Pep Guardiola, il y a Luis Enrique qui est venu et qui a essayé d'harmoniser les choses. On a pu voir le FC Barcelone qui a réalisé le triplé comme ça en 2015, mais depuis, c'est carrément, c'est le statu quo, c'est des crises qui s'enchaînent. Et surtout, le premier aspect, sinon la principale raison, c'est peut-être avec l'ancien président Bartomeu qui a peut-être manqué le tact sur le marché des transferts parce qu'on a essayé, on a laissé partir un joueur comme Neymar. Depuis ce temps, on a véritablement rendu le marché compliqué. On a également laissé un joueur comme Luis Suarez. Luis Suarez parti. On a complètement raté les différents mercato du côté du FC Barcelone, alors qu'on se souvient que, voilà, vous parlez tantôt de gloire. On a connu cette épopée du côté du FC Barcelone. C'était d'abord des joueurs issus de la Masia, du centre de formation, Léo Messi, Iniesta, comment il s'appelle, Xavi. C'est des joueurs vraiment péqués. C'est des joueurs qui ont grandi au niveau du FC Barcelone. À un moment donné, le président a mis cette politique de côté. On ne fait plus confiance aux jeunes du centre de formation. Il faut sortir le chéquier parce que peut-être il y a le Real de Madrid, parce que c'est le rival, c'est l'ennemi juré. Voilà. Il faut essayer de faire comme lui, sortir le chéquier, sortir les 100 millions pour aller chercher de grandes stars du moment. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a pris Coutinho, ça n'a pas marché. On a pris Dembélé, ça n'a pas marché. On a enchaîné. Et jusque-là, ça ne répond pas. Ensuite, il y a eu les coachs également qui se sont succédés aujourd'hui. On est à l'étape de Xavi Hernandez. Je pense que lui aussi, il arrive peut-être au mauvais moment. On n'a pas forcément l'effectif nécessaire pour aller jouer le titre au niveau de l'Europe. J'espère que pour une fois, parce que ça fait plutôt 20 ans que le FC Barcelone n'était plus en Ligue Europa. Espérons que pour cette fois-ci, à défaut de remporter la Ligue des Champions, qu'il se contente de la Ligue Europa. Là, c'est vraiment décevant quand même, à la limite. Oui, c'est décevant parce qu'on parle du FC Barcelone. On n'avait pas l'habitude de suivre les matchs les jeudis, mais désormais, avec le FC Barcelone, vous allez aménager votre programme pour... Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand même au niveau du FC Barcelone pour remédier les choses, parce que c'est une grande équipe, c'est une équipe quand même suivi par plusieurs téléspectateurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même trouver une solution à la crise qui secoue cette équipe? La première des choses, c'est d'abord la patience. La patience, surtout avec le sélectionneur qui vient d'arriver, parce que lui aussi, c'est une légende du club. On parle de sa vie, c'est une légende, c'est une grande star du FC Barcelone. Il a écrit l'une des plus belles histoires de ce club. Aujourd'hui, il débarque, sans doute qu'il a des idées. Il a aussi un projet. Il est venu en milieu de saison. Espérons qu'on lui donne tout simplement le temps nécessaire pour construire lui aussi son projet. Parce qu'il est arrivé, il a vu un effectif. Il est arrivé, il a vu un système qui est déjà en place. Il va essayer de colmater les brèches le temps que la saison là ne se termine, ne s'achève, pour que lui-même il puisse véritablement faire son propre mercato. Ça, c'est important. Faire son mercato, lorsque je vois en tout cas son attitude, je me dis sans doute que voilà, les jeunes du centre de formation peuvent se réjouir parce que lui, il va les faire confiance, il va faire confiance quelqu'un de la maison. Il sait que véritablement l'identité du FC Barcelone, c'est la Masia, l'identité du FC Barcelone, c'est son centre de formation. À un moment donné, on va forcément se pencher sur ce centre de formation parce qu'il ne faut pas oublier également la crise, les soucis financiers. On n'a plus forcément l'argent nécessaire pour sortir à chaque fois les 50 millions d'euros, les 100 millions d'euros pour aller chercher les stars du moment. Il faut forcément se pencher au niveau du centre de formation pour essayer de faire cela, mais à chaque fois en essayant d'être patient avec Léo Messi. En essayant d'être patient, est-ce que le FC Barcelone pourra se relever après tout ce qui s'est passé et toutes ces crises qu'elle traverse aujourd'hui? Est-ce qu'elle pourra se relever? Le FC Barcelone pourra se relever. C'est un club avec une histoire, et les clubs avec une histoire, les clubs avec une identité connaissent sans doute des légers passages à vide, des moments comme ça de creux, des moments de crise, et sans doute lorsqu'on a des hommes, comme surtout le nouveau président qui vient d'arriver, Laporta. On l'a vu, c'est lui qui avait fait venir Pep Guardiola, et ensuite il a essayé de construire une équipe véritablement compétitive. Aujourd'hui, il est arrivé, il a fait venir Xavi, qui connaît lui aussi la maison. Sans doute, ensemble, ils vont essayer de construire les choses. Ils vont essayer de remonter la pente ensemble, parce que ce sont des gens qui respirent le FC Barcelone qui sont là aujourd'hui. On n'est pas allé chercher des gens au hasard. C'est des gens qui connaissent la maison et qui savent que
quand on perd du côté du FC Barcelone, la douleur qu'on ressent, ce n'est pas la moindre. La douleur, elle est trop, même en Liga, ce club peine à toujours décoller. En tout cas, espoir quand même que Xavi puisse remonter là-bas, afin que le FC Barcelone quand même puisse retrouver des jours meilleurs devant lui. Et je le disais dans cette émission également, cette information qui tient le haut des pavés, c'est ce trophée, ce ballon d'or qui a été décerné à Lionel Messi, le 7e ballon d'or qu'il a remporté, et c'était la semaine écoulée. Mais ce ballon d'or, ce n'était pas attendu. Beaucoup n'ont pas cru, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que Messi puisse remporter ce trophée. D'abord, vous, en tant que reporter sportif, en tant qu'analyste sportif, ce trophée d'abord, Lionel Messi a remporté le 7e ballon d'or. Pour vous, c'était une surprise ou une évidence? Une surprise peut-être. Bon, c'est vrai qu'avec des génies comme Léo Messi, rien ne nous surprend. Léo Messi, on connaît toute sa classe, on connaît son génie, on connaît son histoire, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le voir remporter un ballon d'or, ce n'est pas une surprise. Mais quand on voit ses dernières performances, quand on voit ses dernières saisons, on se dit tout simplement qu'il y avait quand même mieux sur ce coup, parce que il y avait qui, par exemple? Bon, j'ai envie sans doute de citer notamment Lewandowski comme ça, qui devait être sans doute logiquement ballon d'or 2021, mais pour cause de Covid, ça n'a jamais eu lieu. On aurait aimé que France Football quand même ait un peu de cœur, notamment vis-à-vis de ce joueur, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui dans cette génération d'aller titiller des joueurs comme Léo Messi, comme Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, lui, depuis 3 saisons, Lewandowski, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Il enchaîne véritablement des statistiques fortes complètement. Quand vous voyez comme ça, on se dit qu'aujourd'hui, il fallait quand même, du côté de France Football également, essayer d'immortaliser ce joueur-là en lui remettant le ballon d'or et en l'inscrivant bien sûr dans le cercle très fermé de ces joueurs qui ont en tout cas décroché ce fameux ballon d'or. Aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Ils ont essayé de lui concocter un trophée spécial qu'on n'a jamais vu de meilleur attaquant ou de quelque chose comme ça. De toutes les façons, le ballon d'or, c'est une récompense individuelle dans un sport collectif, et quand c'est comme ça ne fait jamais l'unanimité. Lionel Messi, 7e ballon d'or devant son rival Cristiano Ronaldo. Sur la toile, ça a également fait beaucoup de bruit. Certains ont même dit que c'était le CR7 qui devait remporter ce trophée, mais à l'arrivée, c'est Léo Messi qui l'emporte. En tout cas... il y a ce duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi depuis plus de 20 ans maintenant. Il maille sur tout le monde. Ce sont les deux extraterrestres de la génération. Quand on voit Lionel Messi, en tout cas, qui est en train de prendre carrément de l'avance, du l'âge, en termes bien sûr de ballon d'or, sur Cristiano Ronaldo, on se dit qu'on a eu la chance, en tout cas, on a été des privilégiés de vivre la génération. D'accord. On fera un tour rapidement sur le championnat européen avec le Paris Saint-Germain justement, qui jusqu'aujourd'hui également est un club qui peine à prendre quand on sait que ce club a un Lionel Messi, un Mbappé, un Neymar, un trio vraiment qui n'est pas des moindres, mais jusqu'aujourd'hui face à de simples équipes, et le Paris n'arrive pas à réaliser l'exploit. D'abord, le problème, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Au niveau du Paris Saint-Germain? Ce n'est pas facile d'être joueur, encore moins d'être entraîneur au niveau du Paris Saint-Germain. On l'a vu avec des joueurs comme Zlatan qui sont passés par la CERT et qui ont essayé de faire le temps. On l'a vu également avec le dernier entraîneur, notamment Thomas Tuchel. À peine il a quitté Paris Saint-Germain, il est allé du côté de Chelsea, il a été champion d'Europe. Aujourd'hui, c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé, l'Argentin Pochettino, Mauricio, qui débarque comme ça du côté du Paris Saint-Germain en provenance de Tottenham. Il est arrivé, c'est un entraîneur qui n'avait jamais eu la chance d'entraîner surtout une institution aussi grosse comme le Paris Saint-Germain, et surtout d'être entraîneur des stars. Il a entraîné Tottenham. À Tottenham, il y avait quelle star? Peut-être Harry Kane. Mais après, lorsqu'on parle ici de Neymar, on parle de Mbappé, on parle de Léo Messi, c'est carrément un autre cran, c'est carrément un autre monde. Et lui, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il avait forcément les épaules nécessaires comme ça pour pouvoir maîtriser ce genre d'ego? Parce que lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe avec autant de stars, c'est surtout la gestion des égos qui pose problème. En plus, il y a véritablement l'ego également avec le directeur sportif Leonardo aujourd'hui, qui pourrit pratiquement la vie à chaque entraîneur. Espérons que du côté du Paris Saint-Germain surtout,
les joueurs, c'est aux joueurs d'aider l'entraîneur parce que ce n'est pas facile. À un moment donné, on vous dicte un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est à Léo Messi parce qu'il est argentin. La connexion devrait pouvoir marcher entre lui et son sélectionneur. Et en plus, vous avez quand même la pépite Mbappé. C'est lui l'avenir du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il n'est pas encore renouvelé, mais je pense qu'il faut forcément compter sur lui pour pouvoir véritablement montrer quelque chose d'exceptionnel parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez l'effectif de ce Barcelone, il n'y a carrément pas photo en Europe. Notamment sur le front d'attaque, Neymar, Mbappé, Léo Messi, c'est carrément du lourd. Lorsque vous affrontez d'autres équipes, on devrait quand même sentir véritablement des joueurs engagés, des joueurs quand même où ça marche correctement, mais là ça peine. À peine aujourd'hui, c'est prémédité, on sait tout de suite déjà ce que le Paris Saint-Germain va proposer comme jeu. On va passer par Mbappé, on va s'appuyer sur sa vitesse et tout de suite. Et quand c'est comme ça ne marche pas toujours. Il faut réussir à se réinventer à chaque fois, se transcender, surtout quand on a dans son effectif des stars comme Léo Messi comme ça, et surtout quand on est vice-championne comme ça, parce qu'on a perdu une Ligue des Champions il y a seulement 2 saisons, il faut forcément avec Léo Messi. Moi, je vais parler de la Ligue des Champions. Quelle sera la force de frappe du Paris Saint-Germain pour ce championnat, pour cette Ligue? Parce que là, l'achat de Messi, c'est justement, on poursuit un objectif, c'est la Ligue des Champions. Le Paris, coûte que coûte, veut remporter ce trophée. Est-ce qu'avec l'arrivée de Messi pour cette saison, Messi pourra faire l'affaire? Est-ce que le Paris pourra réellement remporter la Ligue des Champions pour cette saison? Moi, j'ai envie de dire qu'un seul joueur ne remporte pas la Ligue des Champions. Il faut une certaine cohésion parce que lorsque vous jetez un coup d'œil sur les derniers champions d'Europe, c'est un collectif qui a marché. Lorsque la cohésion collective est là, lorsqu'il y a une force collective qui est au rendez-vous et que ça joue ensemble, il n'y a pas que des stars, il n'y a pas que des gens se préoccupés par des statistiques individuelles. Forcément, ça devrait pouvoir marcher. Je pense aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a l'effectif pour construire quelque chose de collectif, pour pouvoir s'appuyer sur un collectif suffisamment fort. Vous avez des joueurs comme Sergio Ramos qui, certes, a des pépins physiques, mais c'est en termes quand même de leadership au niveau de l'état d'esprit, c'est quand même un joueur énorme qui peut apporter beaucoup à cette formation, notamment dans des périodes difficiles. On le voit souvent, ils ont perdu à des moments vraiment compliqués comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail fort qu'il faut faire, à soi un collectif impressionnant parce que jusque-là, on ne voit que des individualités. Or, avec des individualités, on ne gagne pas des trophées collectifs, on ne gagne que des trophées individuels à l'image du dernier Ballon d'Or. En tout cas, wait and see, espoir que le Paris quand même puisse montrer de quoi il est capable dans cette Ligue des Champions, tout en espérant quand même remporter ce trophée tant convoité, et peut-être qu'avec l'arrivée justement de Messi et ce trio, quand même, ils pourront faire l'affaire. Parce que Paris Saint-Germain rêve grand parce qu'il n'y a qu'un seul club en France qui a été champion d'Europe, l'Olympique de Marseille, et depuis il y a cette rivalité qui est née, tout le monde ne pense qu'il n'y a qu'une unique étoile en France. Désormais, le Paris Saint-Germain, avec la force dont il dispose, la fortune, l'effectif, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, l'aura, tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme force, on a envie aussi d'être champion, de monter sur le toit d'Europe, et on espère que ce sera la meilleure saison. On espère, voilà, vous l'avez dit, que ce sera la meilleure saison pour le Paris Saint-Germain. Tournez à Léo. On tend petitement vers la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, quel est votre mot de la fin? Écoutez, un plaisir déjà d'être ici pour parler notamment du championnat national de football parce que au-delà du championnat européen, moi j'adore beaucoup ce championnat national parce que j'ai de la chance de côtoyer des jeunes, de voir surtout des talents comme ça qui essayent de se surpasser, de montrer malgré les conditions critiques, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que lorsqu'on est athlète, lorsqu'on est jeune et qu'on aspire de devenir quand même professionnel, il faut faire un certain nombre de sacrifices. Et aujourd'hui, je pense que nos jeunes, nos footballeurs également au niveau national sont en train de faire ces sacrifices-là. On espère que demain ça va payer. On espère que demain ça va payer. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Tourner à Léo que nous refermons cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabiou Chabi Adamou, je vais nommer Suzanne Yarou. Merci à vous tous. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.